Voilà, Le cheval de Troie du Kremlin, c'était un film de Jean Bergeron. Et on prolonge le documentaire avec nos invités. Hervé Mariton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Les Républicains de la Drôme et vice-président du groupe d'amitié France-Russie. Vous êtes l'auteur du Printemps des libertés aux éditions de l'Archipel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Henri Weber, bonsoir. Vous êtes socialiste, ancien député européen, directeur des études au Parti socialiste. Vous êtes l'auteur de La Nouvelle Frontière aux éditions du Seuil. Sacha Koulaeva, bonsoir. Vous êtes responsable du bureau Europe de l'Est et Asie centrale à la Fédération internationale des droits de l'homme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Enfin, Annie de Banton, bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste de l'Ukraine, ancienne conseillère culturelle à l'ambassade de France à Kiev et auteur de l'ouvrage Ukraine, l'indépendance à tout prix aux éditions Buchet-Chastel. On vient de voir le documentaire. Il s'agit aujourd'hui maintenant de s'interroger sur la tactique de Vladimir Poutine. Quelle tactique, pour quel dessein? La politique étrangère de Vladimir Poutine, expression d'un pouvoir sûr de lui-même ou le reflet des fragilités de la Russie depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Alors que le constat est là, sur la scène internationale, Vladimir Poutine a rendu la Russie incontournable. Question à vous quatre sur la situation en Ukraine. Est-ce qu'on peut brosser le contexte? La situation est bloquée. Hervé Mariton. La situation est bloquée. En même temps, le processus de Minsk se poursuit. Donc, des discussions ont lieu, mais qui ne font pas beaucoup évoluer les choses aujourd'hui. Et il me paraît très évident que Vladimir Poutine joue sur une sorte de durcissement et d'oubli du contexte, la politique du fait accompli, en Crimée, la politique du fait accompli dans l'est de l'Ukraine aussi. En effet, néanmoins, il faut signaler qu'un gouvernement a été investi, un nouveau gouvernement, avec beaucoup de fragilité, mais néanmoins, c'est le gouvernement, je vais encore me tromper dans la prononciation, mais vous allez me rectifier, de Volodymyr Groysman. Volodymyr Groysman. J'ai bien dit? C'est parfait. Bravo. Alors. Et donc, c'est un pas. En réalité, ces accords ont été signés. Il y a eu le premier, puis il y a eu le second. On rappelle le contexte, septembre 2014, accord de Minsk, cessez-le-feu en Ukraine. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri de nouvelles violences quand même. L'Europe et Poutine doivent discuter pour mettre en œuvre ces accords de Minsk. Les discussions se poursuivent. Et puis la mise en œuvre. Alors, ces accords sont quand même violés pratiquement tous les jours. Depuis le 1er mai, il y a eu 9 morts et 54 blessés en Ukraine. Donc la violation des cessez-le-feu est constante. Mais néanmoins, il y a eu plusieurs centaines de prisonniers qui ont été échangés. Il y a eu pas mal de gestes vaut mieux ça que rien. Et surtout, il faut essayer de les mettre en œuvre effectivement. Et c'est tout l'objet de la diplomatie, non seulement française, mais européenne. Annie de Menton. Oui, sur le plan humanitaire, comme Henri Weber vient de le mentionner, il y a eu quelques avancées. C'est-à-dire se mettre autour de la table de négociation n'a pas été totalement inutile. Même si les accords de Minsk, par bien des aspects, posent problème. C'est-à-dire qu'indépendamment de la gestion immédiate du conflit, à savoir un certain nombre de cessez-le-feu qui ont été la plupart du temps violés, d'ailleurs, immédiatement, il faut d'abord souligner que les accords de Minsk ont posé des tas de difficultés aux séparatistes. Ils ont d'abord refusé de les signer. Ensuite, la partie russe les a obligés, c'est-à-dire qu'eux-mêmes sont dans cette espèce d'entrelac parce qu'ils sont dans une situation extrêmement difficile et vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de l'Ukraine. Il y a ces élections prévues, les séparatistes russes ne vont pas accepter des élections tenues par Kiev. Les élections doivent être prévues, mais sous responsabilité de l'OSCE et sous le chapeau, si je puis dire, de Kiev. Situation que les séparatistes refusent. Donc c'est vrai qu'on est là dans une sorte d'impasse. Enfin, dernière chose que je voudrais souligner, la question importante, c'est: est-ce que, à part les accords de Minsk et la gestion humanitaire qu'on a vue ces temps derniers avec la libération de Savchenko, qui a été quelque chose d'important, est-ce que la Russie veut la paix? Parce que le précédent de la Crimée montre que là, il y a quand même une difficulté majeure et que l'aspiration de la population ukrainienne, parce que Maïdan est un fait de population et de société, ce n'est pas un fait d'élite plus ou moins contestable ou dont on aime plus ou moins les démarches réformatrices. Est-ce que, effectivement, la démarche vis-à-vis de la paix est pleinement
y aspire pleinement chacun des partenaires autour de la table. En Ukraine, Vladimir Poutine nie sa participation tout en soutenant des séparatistes pro-russes. Il n'assume pas ? Je pense que il faut aussi mettre dans le contexte de l'histoire de la Russie et de sa politique, peut-être dépersonnaliser quelque part sur ce point en particulier par rapport à la personnalité de Vladimir Poutine, parce que rappelez-vous, tout récemment, il y a quelques jours, je suis tombée sur un journal français de 1939 qui titrait « Faire la paix avec la Finlande, mais pourquoi on n'est pas en guerre, répond Moscou ». Et ça m'a bien rappelé des souvenirs. Bien sûr, c'est pas la première guerre que la Russie nie, c'est pas la première guerre qu'elle mène sur les territoires des autres pays. C'est-à-dire Poutine, Staline, 39 c'était Staline, même combat Même combat sur bien des aspects, malheureusement. Bien évidemment, on ne va pas comparer le Grand Terreur avec nos jours, mais la politique extérieure et la création d'un gouvernement fantôme qui ne l'est pas vraiment, les négociations de paix en niant la guerre, ça, c'est pas quelque chose de nouveau dans l'histoire. D'une certaine manière, avec un objectif de finlandisation de l'Ukraine, au sens de la restriction de son autonomie diplomatique. Complètement, c'est pas pour rien. Le refus de l'adhésion à l'Union européenne, le refus de l'adhésion à l'OTAN, c'est en effet assez comparable au concept de finlandisation. C'est la souveraineté limitée. Oui. Voilà. Et à ça, j'ajouterais aussi la situation en Crimée, où quand même, le président de la Russie a affirmé à haute voix et à nombreuses reprises que les Russes ne sont pas en Crimée pendant 2 semaines, pour après conduire le référendum, et 1 an après, sortir ce magnifique film documentaire qui s'appelle Le chemin vers chez soi, où il explique comment cette opération a été mise en place bien en amont, comment ça s'est déroulé, et en affirmant que bien sûr les troupes russes y étaient depuis le début. L'annexion de la Crimée, aujourd'hui, en Europe, on ne s'en indigne plus. Hein. La messe est dite, même si c'est en totale contradiction avec les traités internationaux signés eux-mêmes signés par la Russie. C'est une des raisons des sanctions qui sont maintenues et qui ont été reconduites, en tous les cas jusqu'en juillet 2016, et quitte à être reconduites à nouveau. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, il me semble, parce que je trouve que d'un point de vue politique, il y a en effet un large consentement à l'annexion de la Crimée, un mélange à la fois de fait accompli plus qu'un consentement, et d'analyse historique. Oui, pas que ça. Enfin, on voit bien comment le message russe est passé sur la Crimée dans la description d'une évidence. Et puis en même temps, on est évidemment mal à l'aise au regard du non-respect du droit international et des conditions particulières du vote du référendum en Crimée. Mais dans ce que je décrivais tout à l'heure, c'était une espèce de gel de la situation, de politique du fait accompli. Il y a une espèce de gradation. Sur l'évolution de la pleine souveraineté ukrainienne, c'est une chose. Les provinces de l'Est, c'en est une autre. La Crimée, c'est d'une certaine manière la partie la plus avancée dans le fait accompli. Parce que la Crimée, excusez-moi juste en seconde, parce que la Crimée, il faut tout de même le rappeler, a été donnée à l'Ukraine en 1954 par Nikita Khrouchtchev, qui était lui-même ukrainien. Donc c'est peut-être ce qui explique que l'indignation est peut-être moindre s'agissant de la Crimée que du reste. Un soir de beuverie, m'avait expliqué certains. On peut peut-être souligner malgré tout que la situation de la Russie par rapport à la Crimée ne s'améliore pas. La situation en Crimée sur le plan des droits de l'homme a été dénoncée de multiples fois au Parlement européen. Et par ailleurs, la Crimée coûte cher. Je ne veux pas anticiper sur le débat que nous aurons ultérieurement, mais c'est vrai que la dépendance énergétique de la Crimée vis-à-vis de l'Ukraine reste quand même pratiquement intégrale jusqu'à fin 2018, si le fameux pont qui devrait rallier la Russie et la Crimée arrivait à être construit. Donc là, il y a aussi des problèmes, je dirais. D'ailleurs, on en a eu l'exemple avec Dmitri Medvedev qui s'est rendu là-bas et qui a été verbalement attaqué, si je puis dire, par la population, qui a dit « Mais attendez, toutes les permissions que vous nous aviez données, toutes les propositions que vous nous aviez faites au moment de l'annexion, où sont-elles? Notre pouvoir d'achat se dégrade, etc. » Dans cette histoire ukrainienne, est-ce que c'était pas l'Europe qui était visée L'intervention d'Ukraine, elle est motivée par la volonté affirmée de la population ukrainienne de se rattacher à l'Europe, et Poutine, ça, il en veut pas. C'est bien ce concept d'étrangers proches, de souveraineté limitée, fondamentalement. Donc c'est en effet un élément déclencheur majeur.
Et autre chose qui probablement le gêne énormément, c'est une vraie vie démocratique. Or, c'est ce qui s'est passé avec la Géorgie. C'est un contre-modèle au régime qu'il impose à la Russie, c'est ça? C'est tout à fait évident. C'est une démocratie ultra limitée. Et donc, avec l'Ukraine, il y aurait là la possibilité pour des voix de la société de s'exprimer, ce qui est quand même peu tolérable dans le régime poutinien actuel. Oui, parce que je pense qu'il faut mettre la situation en Ukraine, bien sûr dans le contexte européen, mais également dans le contexte russe interne, où il y a une offensive liberticide, je dirais, qui est extrêmement importante depuis quelques années. On a pris le temps récemment de faire une liste de toutes les lois ouvertement et clairement liberticides adoptées dans les 3 dernières années. On arrive au chiffre de 35 actuellement, qui limitent la liberté de mouvement, la liberté d'expression, la liberté de rassemblement, la liberté des associations. Et effectivement, ce qui se passe en Ukraine est c'est une différence flagrante avec les processus en cours en Russie, tout à fait inverse. Et je pense qu'il y a une importance régionale, une importance internationale et d'influence, importance militaire, sûrement, et on peut en parler encore, et les situations internes de la Russie qui est trop... En même temps, le contexte ukrainien ne permet pas de poser de manière simple les bons et les mauvais. Moi, je suis évidemment très triste de l'évolution politique en Russie. Quand on parle de l'Ukraine, on est aussi obligé de parler de corruption, d'incurie publique. Et donc, voilà, posons au début de ce débat le fait que l'Ukraine et le fonctionnement public de l'Ukraine aujourd'hui est loin d'être un exemple. Il y a les droits de l'homme. Le 25 février 2015, il y a plus d'1 an, était assassiné face au rempart du Kremlin à Moscou, Boris Nemtsov. C'est un élu de la nation, un principal opposant russe, ancien dirigeant de la Russie post-communiste. Boris Nemtsov préparait un rapport sur Poutine et la guerre dans lequel il entendait montrer pourquoi et comment la Russie, comment s'est programmée l'agression russe contre l'Ukraine, comment ça avait été décidé. Nemtsov n'a pas eu le temps d'achever son rapport. Il avait toutefois suffisamment écrit de notes, manuscrits, assemblage de documents, et ce rapport est paru il y a un peu plus d'1 mois dans sa traduction française. Il évoque ce que d'aucuns appellent une sorte de renaissance stalinienne de la Russie. Sacha Koulaeva, on a des informations sur cet assassinat? L'enquête est toujours en cours et bien évidemment, comme dans plein d'autres assassinats politiques en Russie, je pense qu'on ne saura pas qui l'a tué, ou tout de moins, on ne saura jamais qui l'a commandé. Et la piste tchétchène, Kadyrov, il y a la piste tchétchène, l'homme des sales besognes de Vladimir Poutine, le président de la Tchétchénie. Oui, exactement, comme souvent. C'est un homme omniprésent et ultra puissant en Tchétchénie même, et c'est quand même aussi un homme à l'ordre de Poutine et de la Russie. Donc son rôle dans plan d'affaires criminelles est extrêmement important et a été souligné à plusieurs reprises, y compris par des instances internationales, y compris sur le territoire de l'Europe, où un de ses opposants a été assassiné à Vienne. Mais au moins, il faut souligner qu'en Russie, les assassinats politiques, c'est une banalité. C'est ça qui est dramatique. En quoi il faut lever sa casquette prolétarienne à tous ces opposants, à tous ces démocrates qui défient un régime qui n'hésite pas à recourir de façon systématique à l'assassinat individuel. Si on a des doutes sur qui a fait le coup dans le cas de Nemtsov, il faut se poser la question de savoir à qui ça profite. Boris Nemtsov, il prouve l'implication russe en Ukraine. Il interroge même des maires de soldats russes envoyés en Ukraine. Oui, il se trouve que j'ai connu Boris Nemtsov, que je l'avais beaucoup rencontré quand il était à Nijni Novgorod. Son assassinat est aussi l'illustration de la fragilité et de l'isolement de l'opposition russe. Ça, c'est une réalité. Et d'ailleurs, quand le pouvoir autour de Poutine souligne la faiblesse de la base des oppositions, il y a là, hélas, une réalité que l'on doit constater, même pour la regretter. Nemtsov a eu plusieurs temps dans sa vie. Et je pense que ça ne contribue pas à la crédibilité de ces oppositions ou de certaines des oppositions. On a connu le Nemtsov critique du régime. On a connu un Nemtsov vice-premier ministre bien plus intégré, sans doute à une époque plus ouverte que celle d'aujourd'hui, mais acceptant un certain nombre d'éléments de la règle du jeu. Et moi, j'ai connu Nemtsov à Nijni, qui était au fond assez largement un hiérarque,
participant de la transformation du système, mais je l'avais interpellé, j'ai même fait un débat télévisé, une émission de télé dans laquelle j'étais intervenu et je l'avais interpellé, tant il était évident que les opposants qu'il avait dans cette élection à Nijni étaient des hommes de paille, totalement téléguidés par lui, et donc avec une vision de la démocratie locale vue de Nijni Novgorod particulièrement fragile. Donc j'ai du mal à en faire un héros absolu. C'est la réalité humaine, mais c'est tout de même beaucoup de contradictions chez un certain nombre de ces responsables. Dernier message de Nemtsov. Ça ne les rend pas beaucoup plus crédibles et c'est une difficulté. Je voulais que vous regardiez C'est une raison de l'assassiner. Évidemment, je veux simplement dire que ça souligne la fragilité des oppositions, d'une part parce que le régime évidemment les abîme pour le moins, et d'autre part parce que leur crédibilité est tout de même pas impeccable. L'opposition, justement, dernier message de Nemtsov sur son compte Facebook, avant d'être assassiné en janvier, c'est en janvier 2015, il écrivait « L'opposition a un devoir d'éducation et de vérité, et la vérité c'est que Poutine est synonyme de guerre et de crise ». Est-ce que c'est pas ça qui l'a tué, Annie de Menton ? Évidemment. Oui, bien évidemment. Il faut d'ailleurs souligner ce que représente Nemtsov, le travail de Nemtsov pour l'opposition russe, et également le fait que, quelles que soient ses imperfections, la tentative d'européanisation et de démocratisation de l'Ukraine représente pour l'opposition russe. C'est pour l'instant véritablement un phare, si je puis dire, quels qu'en soient les mécontentements que l'on peut avoir les uns et les autres. D'ailleurs, il faut rappeler que Nemtsov était lui-même associé précédemment à la Révolution orange, qu'ensuite il a rejoint cette révolution de la dignité et qu'il y a là effectivement pour disons, la possibilité de dégel de la situation russe, quelque chose de prometteur. Alors, il y a les droits de l'homme, il y a aussi donc l'arme économique, il y a le gaz. Est-ce que la Russie a les moyens économiques de ses ambitions géopolitiques ? La thèse du documentaire qu'on vient de voir, la Russie, c'est le principal exportateur de gaz au monde. Les raisons de son implication dans la guerre en Ukraine, elles seraient plutôt à voir du côté économique que du côté patriotique. Justement pas, c'est le contraire. C'est l'économie qui est utilisée par la politique et pas le contraire. C'est une application patriotique, c'est la Russie économique. est un pays extrêmement riche. Le gaz comme arme. Elle a des matières premières innombrables. C'est le plus grand pays du point de vue de sa surface et de son sous-sol du monde. Elle est extrêmement riche. Bon. Mais elle n'a pas les moyens économiques d'une superpuissance. Pourquoi ? Parce que le film le montre très bien. C'est un capitalisme d'État kleptocratique. Et sur le plan politique, c'est un despotisme autoritaire, un État policier. Or, nous vivons la troisième révolution industrielle, celle du numérique, des biotechnologies, des nanotechnologies, et cette révolution a besoin de la liberté. Elle ne peut réussir que si les gens, les citoyens, les chercheurs, les entrepreneurs sont libres et si la corruption est réduite au minimum. Or, et c'est ça le problème majeur à mon sens de la Russie, elle ne peut pas réussir. Elle ne peut être qu'un grand pays exportateur de matières premières, elle ne peut pas performer véritablement. Et alors, attends 30 secondes. Oui. Donc, la ressource, quelle est la ressource de Poutine ? Quand on fait le bilan depuis les années où il est là, sur le plan économique, c'est un échec spectaculaire. Dans beaucoup d'autres plans, c'est la même chose. Sa seule ressource, c'est d'exacerber, d'exploiter le nationalisme de la population. Et c'est son intervention, et c'est ça qui est très inquiétant, son intervention en Ukraine, sa raison fondamentale, c'est précisément de faire jouer de cette ressource du nationalisme. Et Poutine est populaire, et même très populaire en Russie, en dépit de la dégradation du niveau de vie, en dépit d'une inflation qui est redevenue galopante. Il reste populaire, parce que ce peuple a été clochardisé, et il lui rend une forme dévoyée de fierté. Sur le gaz russe, l'Ukraine a demandé à reprendre à partir de juillet ses achats de gaz à la Russie, suspendus depuis novembre pour privilégier les approvisionnements auprès des pays européens. C'est ce qu'a indiqué le géant russe Gazprom. Est-ce que Poutine a gagné finalement ?
Mais Poutine a effectivement, avec le gaz, une arme qui est puissante, mais dont l'efficacité est tout de même abîmée par la baisse du prix des matières premières. Henri Weber évoquait la richesse de la Russie en matières premières, mais c'est vrai s'agissant des hydrocarbures, c'est vrai aussi sur d'autres matières premières aujourd'hui. Quand ces prix baissent, et parfois dans des proportions, est à 40 $. Et parfois dans des proportions très importantes, c'est d'effets violents sur les comptes de la Russie, sur l'exécution du budget, sur la possibilité ou non de l'État russe de maintenir la part de transfusion qui est indispensable pour la survie d'une partie de la population qui est totalement marginalisée dans l'économie russe d'aujourd'hui. Clairement, l'évolution du pays vers une autre économie, que ce soit l'économie de demain, numérisation du monde, mais tout simplement développer un secteur tertiaire, une industrie en dehors du secteur énergétique, tout ça est aujourd'hui un échec absolument tragique. Et les conditions de rebond, Henri Weber avait raison de le souligner, sont extrêmement difficiles. Par rapport à l'époque immédiatement post-soviétique, une partie de la recherche russe s'est redressée parce que ce qui avait été très abîmé par la fuite vers l'étranger, fuite vers d'autres secteurs d'activité, en particulier dans le domaine scientifique, a été en partie redressé. Mais il n'y a pas le minimum de respiration avec le reste du monde qui est indispensable pour reprendre pleinement sa part. Je pense à l'école mathématique russe, qui a été une très grande école mathématique, qui aujourd'hui reste assez marginalisée dans ce qu'est le monde, et donc un pays qui repose totalement sur l'économie des matières premières. Allez, demandons, Sacha Koulaeva, l'Europe est-elle capable de mettre pression sur Poutine pour le faire changer d'avis? Pour le moment, c'est non. Les Allemands, ils veulent acheter du gaz russe. Les Britanniques, ils veulent blanchir son argent. Et les Français, ils veulent lui vendre des navires de guerre. Quand même, les sanctions ont terriblement renversé, si je puis dire, le rapport de force, même s'il ne l'a pas complètement renversé. C'est vrai que c'est quand même très important, même, je dirais, puisqu'on parlait de Gazprom, les liens de chantage, je dirais quelque part d'asservissement que posait Gazprom sur les économies avoisinantes, dont l'Ukraine. Mais en Bulgarie, on l'a vu aussi. Oui, bien sûr, ont renversé ce rapport de force. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il vaut mieux acheter le gaz aux pays européens que de passer sous le joug ensuite de débits qui s'accumulent, de difficultés de négociation où l'énergétique remplace les liens politiques et diplomatiques. Donc sur ce plan-là, c'est vrai. Autre chose importante selon moi sur les relations énergétiques, c'est affaiblir ce lien énergétique avec la Russie, c'est aussi faire reculer la corruption. Ce qui est un point extrêmement important, c'est-à-dire c'est affermir l'indépendance du pays et en même temps nettoyer, si je puis dire, les liens de corruption. Donc ce sont des points qui sont importants. Oui, j'aimerais juste souligner que je ne peux pas être plus d'accord avec vous quand vous dites que le gaz c'est une arme, c'est pas la fin en soi. Je pense que souvent dans les reportages, dans la couverture de la région, on surestime un tout petit peu parce que c'est un pays riche, c'est un pays aussi avec les dirigeants qui ont déjà énormément volé. On nous a souvent posé la question sur les Panama Papers et pourquoi en Russie il y avait si peu de réactions. Parce que ça a choqué personne. Chez nous, le gouvernement a toujours volé. Et finalement, le peuple, capitalisme d'État, voilà, klepto. Le peuple, finalement, exactement. Et le peuple ne réagit pas tant par rapport à ça. Mais par contre, ce qui est très important, c'est effectivement, c'est la fin. Pourquoi? Notamment pour accroître l'influence régionale, internationale. La Russie se réjouit, enfin le régime russe actuel se réjouit de la réaction parfois confuse de communautés internationales, sincères à des fins internes. Les émissions russes actuellement à la télévision sont remplies des moqueries de très très bas niveau. Hier, j'en ai vu une émission à la télévision russe qui parlait qu'en Europe, maintenant, les gens se marient avec des chiens et des crocodiles, et c'était dit très sérieusement. Et vu qu'il y a 15 migrants sur un Français, de toutes les façons, la fin de la France et de l'Europe est proche. Et ça, c'est le quotidien. C'est ça qu'on entend, c'est ça que les Russes entendent de l'Europe. Et les incertitudes, les changements de direction, notamment par exemple l'intervention de Simon Soutour en Crimée en 2011, où il dit que l'intégration européenne de l'Ukraine n'est pas possible sans le Crimée et sans le peuple de Tatars de Crimée, a été bien évidemment répété à des maintes reprises par rapport à la résolution qui a été votée hier au Sénat, où les mêmes personnes, Simon Soutour a proposé la résolution pour lever les sanctions contre la Russie, comme, je cite, le rétablissement de la confiance avec la
la Russie est indispensable. Tout ça, c'est commenté, repris, rien n'est oublié. Et je pense que c'est quelque chose, comme j'ai dit, qui réjouit la Russie et qui sert énormément à ses intérêts. Et le dernier point que j'aimerais souligner et qui est très important, c'est que je suis sûre et persuadée qu'il n'y aura pas de Crimée, ce qui est quand même la redestination des frontières. S'il s'était offert par Khrouchtchev ou pas, en 1945, une des idées de... Il n'y aura pas de Crimée, vous dites Il n'y aura pas de Crimée s'il n'y avait pas d'Abkhazie et d'Ossétie, s'il n'y avait pas de Transnistrie occupée, avec la présence forte militaire russe depuis des années et des années, et même en Arménie, comme on a pu voir avec la crise de Haut-Karabakh de ce mois d'avril, c'est la Russie toujours qui contrôle la situation. Et si on voit la carte de ces 5 zones disputées, depuis peu complétées malheureusement aussi par l'est de l'Ukraine, ça fait une ligne continue et absolument pas laissé au hasard. 2 choses. Il est clair qu'on a laissé un kyste avec la situation en Abkhazie et en Ossétie, et qu'au passage, la France s'est parfois flattée d'avoir réglé une situation géorgienne, quand en réalité, on s'est contenté de prendre acte de la situation telle qu'elle était à ce moment-là. Je ne pense pas que les Russes aient jamais eu l'intention d'aller à Tbilissi, en réalité. Simplement, l'Abkhazie. Question simple, on va pas rentrer dans les conflits, dans tous les conflits, mais est-ce que Vladimir Poutine est plus belliqueux que ses prédécesseurs ou il est plus ouvertement belliqueux? Il est. Et je crois qu'il faut s'arrêter un moment sur ce point. Bon, si sa motivation principale est d'exploiter la ressource du nationalisme, alors il n'y a aucune raison qu'il s'arrête. Parce que ces difficultés économiques ne vont pas s'arrêter. Elles vont au contraire s'amplifier, s'accumuler. Et s'il veut conserver sa popularité, il va chercher des noises, peut-être en Estonie, peut-être dans les pays baltes, ailleurs. C'est pourquoi il est tellement important que les Occidentaux, les Européens, les Américains ne donnent pas l'impression de baisser la garde, d'être des nations marchandes qui ne cherchent pas d'ennui et qui veulent pas faire face. Et ce qui se passe aujourd'hui avec le retour des Américains en Pologne et en Bulgarie est très important parce que un homme comme Poutine, il comprend la force, je ne dirais pas qu'il ne comprend que la force, mais il tient le plus grand compte de la force et des rapports de force. Et ces rapports de force doivent être rétablis. C'est là où l'affaiblissement politico-psychologique à l'égard de Poutine aujourd'hui, dans une partie de l'Europe et particulièrement en France, et je le dis pour le regretter spécialement à droite, est tout de même un vrai problème. J'ai publié quelques tribunes sur la fascination poutinienne de la droite. Mais comment l'expliquez-vous ? Il y a un mélange d'hommes forts, de porte-parole supposés des valeurs du monde et des valeurs de l'Occident, curieusement. Il y a un amalgame assez malheureux sur toute la ligne qui est fait, chrétiens d'Orient, Damas, Moscou, et au passage, certains hommes politiques français qui en profitent pour expliquer qu'ils aimeraient volontiers le Hezbollah. C'est un autre sujet, mais cet amalgame conduit à ce type de dérive. Donc on a tout cela. C'est l'efficacité d'un travail de relations publiques qui est bien mené. On peut aussi s'interroger parfois sur des problématiques de financement de différentes natures. Donc il y a un ensemble d'éléments qui créent aujourd'hui une situation politique difficile à gérer. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de Français, c'est là où notre débat est un peu décalé par rapport à une partie du sentiment de nos concitoyens. Il y a beaucoup de Français qui ont des yeux amoureux à l'égard de la Russie, ça me va très bien. Je suis très russophile. À l'égard de Vladimir Poutine. Amoureux à l'égard de Vladimir Poutine. Et donc, moi, votre titre dans la tête de Vladimir Poutine, on essaye. Je pense qu'il ne faut pas trop se contraindre par cette introspection. Il faut regarder les faits. Or, les faits sont redoutables. La corruption, le déclin économique et des attitudes à l'international qui ne sont pas acceptables. Tout sauf l'évolution du monde telle qu'on peut la souhaiter. Et ce sur quoi il faut absolument ajouter, le phénomène qu'on n'a pas encore mentionné, c'est l'arme de propagande, qui est devenue redoutable au fil des dernières années, la propagande poutinienne, où il y a des millions qui sont investis dans les chaînes télévisées, dans l'influence, dans la présence sur Internet de ce qu'on appelle les trolls. Un travail en Russie et un travail chez nous qui est très bien mené. Il y a une constante dans le discours de Vladimir Poutine à leur refus du politiquement correct, à des phrases crues,
Hein, je vous en cite quelques-unes hein, sur les terroristes. On ira buter les terroristes jusque dans les chiottes. Hein, c'était septembre 99, hein, au lancement de la seconde guerre de Tchétchénie. Sur le mariage gay, mariage entre hommes et femmes, hein, entre hommes et hommes. Hein, c'est un mélange entre Dieu et Satan. Sur Anna Politkovskaya, hein, cette journaliste a été une critique acerbe du pouvoir russe, mais sa capacité d'influence sur la vie politique du pays en Russie est extrêmement insignifiante pour la journaliste. Il est très en dessous. C'est sa marque de fabrique. Il est très en dessous de Trump encore, le candidat républicain à la présidentielle. Vous voyez un lien entre... Et on est beaucoup plus indulgent à l'égard de Poutine qu'on est à l'égard de Trump. Ça, je suis bien d'accord. Mais pas tout le monde, pas tout le monde. En effet, il y a une certaine fascination dont j'ai dit en gros, le discours feutré, c'est pour les Occidentaux, c'est hypocrite pour Vladimir Poutine. Moi, je parle le langage du peuple. Des dirigeants de la droite française, même de l'extrême droite. À droite, d'ailleurs. J'en vois pas beaucoup à gauche. J'en vois pas beaucoup à gauche. Mais il y a un souci à droite, je suis d'accord. C'est peut-être parce qu'il donne l'incarnation de la force qui peut s'asseoir sur les principes quand c'est nécessaire, et ceux qui considèrent qu'aujourd'hui on a besoin de force et de pas trop s'embarrasser toute une série de règles, trouvent que... C'est la force contre la démocratie et l'état de droit. Or, la démonstration en Russie... C'est la gouvernance illibérale. C'est que la force... Mais c'est la force ou la violence? Il y a une différence entre violence et force. Il y a une force c'est la violence. Servie par la violence. Il y a une vision de verticale du pouvoir qui a parfois entraîné certaines fascinations chez nous. Or, la démonstration, mais je suis heureux d'entendre Henri Weber le dire, c'est que ça ne marche pas. Et donc, une vision illibérale du pouvoir, je suis un libéral assumé, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour cela que l'économie russe ne peut pas évoluer. Car dans une vision dirigiste, vous avez, par temps miraculeux, quand le cours du pétrole est bon, un peu de carburant à mettre dans l'économie. Si le prix du pétrole baisse, vous ne l'avez pas et il n'y a pas de rebond économique et la situation économique est tragique. Annie Lemandon, ce qu'on voit dans la politique étrangère de Vladimir Poutine, c'est plutôt une succession de succès hein, plutôt que d'échecs. Est-ce que ça va continuer comme ça ou est-ce que l'histoire n'a pas dit son dernier mot? Succès, c'est vrai que la Crimée peut être perçue comme un succès par la population. Il faut bien voir que cette politique étrangère ne tient aussi que par la propagande et par l'appui qu'elle trouve dans la population, qui effectivement, comme vous le disiez dans le reportage, critique tout sauf le tsar. C'est-à-dire, on déteste la manière dont on vit, la dégradation de la santé, de l'éducation, des infrastructures. On a peut-être peur de critiquer Vladimir Poutine. Et en même temps, depuis les 3 dernières années, bien sûr, peur, dans la mesure où tout ce qui a été semblant de mobilisation au moment de 2010-2011 a été sanctionné par un tour de vis plus grand encore. Donc c'est vrai que là, Poutine, en même temps, par son langage, comme vous le soulignez, préparé par cette propagande extrêmement agressive, rencontre peut-être une certaine partie de la population qui peut finalement adhérer à cette manière de parler un peu cash et un peu et on ne peut plus vulgaire. Je pense qu'il y a aussi un élément extrêmement important, c'est qu'il ne faut pas oublier le niveau d'isolement quelque part de cette immense population qui est la population russe. C'est quand même un pays extrêmement grand et peuplé de plus de 240 millions d'habitants. Et de ces personnes-là, 86, si je ne me trompe pas, % affirment n'avoir jamais lu un autre journal ou avoir regardé une autre télévision que la télévision russe. Et 68% n'ont pas de document qui leur permet de voyager à l'étranger. C'est un document spécial qu'il faut avoir en Russie. Ils l'ont pas demandé parce que c'est un document qu'il faut demander. Donc il y a quand même une énorme masse de population qui ne regarde que la télévision, qui n'a quasiment pas accès à Internet. Le document à l'étranger, je veux juste attirer l'attention sur un point, c'est qu'il y a de plus en plus de catégories de Russes auxquels il est fait objection quand ils veulent se déplacer à l'étranger. Je ne suis pas sûr qu'on ait mesuré ça en France. C'était un débat des années 80 avant la chute du mur de Berlin. Aujourd'hui, un pompier, c'est pas une fonction stratégique, un pompier russe a devant lui des entraves considérables s'il veut aller à l'étranger. On a clairement une baisse dramatique des libertés. La suite, il y a l'enjeu de la présidentielle américaine, Poutine face à Hillary Clinton, face à Donald Trump, ça va donner... Oui, avant de très rapidement. Oui, très rapidement, parce qu'il faut quand même que ça soit dit. Oui. Notre intérêt comme Européens et comme Français, ce n'est pas l'affrontement avec la Russie, c'est la convergence. Nous avons des intérêts communs, à long terme comme à court terme. À long terme, nous avons des intérêts géopolitiques communs. Ils sont confrontés, comme nous, au terrorisme islamiste. Ils vont avoir le problème chinois, plus que nous.
beaucoup plus que nous. Convergence. Bon. C'est le mot de la fin. Oui. Si on ne veut pas se faire bouffer par les Chinois, on a besoin de travailler avec les Russes. Voilà. Aline de Menton, mot de la fin. Je pense qu'il y a une très grande part de responsabilité de la communauté internationale sur le déclin de la situation en Russie et dans la région. Et cette responsabilité doit être assumée et les leçons doivent en être tirées. C'est-à-dire que plus de fermeté. Je ne parle pas seulement de sanctions, je parle de fermeté politique. Au Kremlin, visiblement, on se préparerait avec beaucoup de bonheur à l'arrivée de Donald Trump, qui, avec le côté cache du vocabulaire, rejoindrait les mots de Vladimir Poutine. Ce sera le mot de la fin. Merci, avocate, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette expertise, à nous avoir éclairé sur Vladimir Poutine, le dur qui dure. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour un nouveau numéro de Droit de Suite avec son documentaire et son débat. Bye bye.